Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième classe de base de Shadow Dark que je vais vous présenter. Si vous n'avez pas vu les précédentes, n'hésitez pas à aller voir. Au fur et à mesure de mes explications de chacune des classes, j'ai un peu présenté des mécaniques. Alors je ferai peut-être une vidéo pour vraiment expliquer les mécaniques de base, mais il me semble que j'ai déjà fait ça de toute façon. Si vous regardez, il y a une playlist énorme de vidéos Shadow Dark sur la chaîne, donc en passant à travers cette playlist, vous allez entendre plusieurs fois, je pense, les mêmes concepts, les mêmes règles qui sont présentées. Donc à force, voilà, je vais un peu moins réexpliquer la base du jeu. Elle est extrêmement simple, c'est presque comme du Donjon et Dragon, en simplifié sur certains aspects, en différent sur d'autres. Voilà, plus on avance, moins je vais retourner vers les bases. On va donc tout de suite se plonger dans la classe du magicien. Donc le magicien dans Shadow Dark, ça peut être un adepte tatoué de runes, un magi, un conjurateur de flammes, une sorcière, voilà, qui ose manipuler les forces des arcanes. Donc ça va être notre lanceur de sorts. Donc qu'est-ce qui remplit un petit peu comme rôle notre magicien en Shadow Dark? C'est une des 4 classes de base du jeu. Ce qui va amener concrètement, c'est des outils très spécifiques dans des situations très spécifiques. Il va avoir très peu de points de vie, le magicien, c'est la première chose que vous pouvez voir. Il a un des 4 points de vie, ce qui est très faible, comme le voleur, on a vu que le voleur avait aussi un des 4 de points de vie. Sauf que le magicien, pire que ça, il ne va pas pouvoir porter d'armure du tout. C'est-à-dire que sa classe d'armure va être concrètement au maximum, si sa dextérité est maxée à un moment donné du jeu, de 14. C'est extrêmement faible, ce qui fait que notre magicien, il veut pas trop qu'on vienne s'approcher de lui, surtout que derrière, en termes d'armes, il n'aura que sa dague et son bâton pour se défendre. Donc clairement, le magicien, c'est la classe parmi toutes les classes du jeu qui compte le plus sur ses sorts. Magicien, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il va avoir différents langages. Donc il peut apprendre 2 langages communs et 2 langages rares de son choix. Ça peut être très intéressant et lui permettre en fait d'être la face du groupe dans pas mal de situations où on va se retrouver face à des créatures exotiques. Donc un magicien avec du charisme, c'est pas inintéressant du tout. Je rappelle que dans Shadow Dark, vous tirez vos caractéristiques avant de choisir votre classe. Si vous voyez que vous avez un personnage par exemple qui est intelligent, parce que l'intelligence va permettre de lancer les sorts du magicien, et charismatique, voilà, vous êtes sur une bonne base pour faire un magicien standard, on va dire, qui remplit bien le rôle qu'on attend de lui. Donc voilà, cette connaissance des langages, ça va lui être fort utile et ça lui permet d'être l'ambassadeur du groupe dans pas mal de situations. Et ensuite, avant de regarder Learning Spells, on va regarder voilà, la capacité, j'ai envie de dire basique, mais qui fait tout du magicien, c'est le spell casting. Il peut lancer les sorts de la liste des sorts du magicien. Il connaît 3 sorts de niveau 1 de son choix. Vous pouvez les tirer aléatoirement si vous voulez, mais vous pouvez aussi les choisir. Ce qui fait que d'ailleurs, j'ai oublié de le dire lorsque j'ai présenté le prêtre, que le prêtre et le magicien, c'est un peu des classes, comme vous pouvez choisir les sorts que vous allez lancer, qui vous permettent un peu plus de build que les autres finalement. Les autres, elles ont moins de choix dans leur progression, j'ai l'impression. Elles vont avoir plus peut-être de choix d'une certaine manière, le fighter et le voleur, dans le choix des manœuvres qu'ils vont faire, parce que comme ils vont avoir moins de sorts, moins d'outils, en fait il y a moins de leurs tours de jeu qui vont être pris par l'utilisation de sorts qui ont des capacités et des mécaniques bien précises dans le jeu, et ils vont avoir plus de tours de jeu, on va dire, où ils vont être plus libres d'improviser ce qu'ils font de leur capacité athlétique et de voleur particulièrement forte. Vous voyez ce que je veux dire? Le magicien et le prêtre, ils vont peut-être se montrer... Alors, ils peuvent se montrer créatifs dans l'utilisation de leur sort, mais ils vont plus s'appuyer sur les outils à leur disposition. Mais je dérive complètement. Revenons-en à notre magicien. Donc, il va connaître 3 sorts, notre magicien, au niveau 1. Et à chaque niveau qu'il va gagner, il va pouvoir choisir des nouveaux sorts, etc., etc. Et va utiliser l'intelligence pour lancer ses sorts. Donc voilà la progression en sorts du magicien. Donc au niveau 1, il aura 3 sorts de niveau 1, puis 4 sorts de niveau 1 au niveau 2. Et ensuite, au niveau 10, on aura 4 sorts de niveau 1, 4 sorts de niveau 2, 4 sorts de niveau 3, 2 sorts de niveau 4 et 2 sorts de niveau 5. Sachant que voilà, 5 c'est le niveau maximum de sorts. Et que, comme je l'expliquais pour le prêtre, dans Shadow Dark, on jette les dés pour lancer des sorts. Donc on va lancer un des 20 plus notre intelligence, qu'on va comparer à la difficulté du sort qu'on essaie de lancer. La difficulté du sort qu'on essaie de lancer va être de 10 plus le niveau de notre sort. Donc elle va être comprise, vous l'aurez compris, entre 11 pour un sort de niveau 1 et 15 pour un sort de niveau 5. Et je vais devoir faire un score égal ou supérieur à la difficulté de mon sort pour réussir à le lancer. Si je fais un coup critique, mon sort, on en double les effets. Si je rate mon jet de dés, non seulement mon sort ne part pas, mais en plus je peux plus m'en servir jusqu'à ce que je me sois reposé. Et si je fais un échec critique, et c'est là que j'adore le magicien, moi personnellement. Voilà, chacun ses goûts, hein. Mais moi personnellement, ça j'aime beaucoup. Et en plus, je suis extrêmement frustré, je vous partage ma frustration. De toutes les parties que j'ai faites de Shadow Dark, j'ai eu un seul échec critique sur un lancer de sort de magicien. Quelle indignité, j'ai envie de vous dire. En fait, si vous faites un échec critique sur un sort de lancer de magicien, voilà, il y a des tables aléatoires d'effets que ça fait, et en fonction du niveau du sort que vous avez lancé, l'effet est de pire en pire. Donc regardons un peu des effets, juste histoire de se mettre un petit peu l'eau à la bouche, j'ai envie de vous dire.
Donc admettons, je lance des sorts de niveau 1, on va rester sur le niveau 1 aujourd'hui. Voilà ce qui pourrait se passer, je fais un échec critique. Devastation. Je lance 2 fois en fait le dé de catastrophe et je combine les deux. Bon, ça nous avance pas beaucoup, mais au final, ça reste le pire effet, j'ai l'impression. Ensuite, on a explosion. Je prends un des 8 de dégâts. Réfraction. Je suis la cible de mon propre sortilège. Mes mains ont glissé. Je touche un allié aléatoire avec mon sort. Mind Wound. Je peux plus lancer ce sort pendant 1 semaine. Discorporation. Un de mes équipements disparaît, etc., etc. Et bien sûr, plus on va dans des trucs élevés, si on amusons-nous un petit peu, allons voir les effets de niveau 5, plus il va se passer des trucs de ouf. Il peut y avoir Pyroclastic Extrusion. Il y a 3d8 damage qui s'appliquent sur moi et toutes les créatures proches, donc vraiment une grosse explosion. Dark Plasma Aura. Les attaques contre moi passent à travers une ville aura, ce qui fait que tous les dégâts que je prends sont augmentés pendant les 2d6 prochains rounds. Alors, il y a des flèches, elles traversent une aura, elles deviennent corrompues, elles me font encore plus de dégâts, c'est catastrophique. Runaway Arcana Loop. Votre spell se lance sur une créature random que vous voyez, même si ça n'était normalement pas possible. Chaque tour suivant, je dois faire un test de lancer de sort. Si j'échoue, une autre créature est affectée. Donc il y a une sorte de contagion du sort. Vous ouvrez un portail vers un autre lieu, ça c'est Gate, sur ce plan ou un autre. Quelque chose de terrible en sort, etc. Donc voilà, c'est des trucs assez classique. On n'est pas sur des mutations, etc. En tout cas, sur ce que je viens de survoler. Mais bon, voilà, moi, je trouve ça cool parce que ça crée de la disruption dans la partie. Donc voilà, le magicien, il a cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vous l'aurez compris. Et donc, qu'est-ce qu'il a comme dernière capacité? Notre magicien, il a Learning Spells. Donc voilà, déjà, il va lancer des sorts et tout, ça va vraiment être son truc. Learning Spells, ça va lui permettre d'avoir surtout un grimoire très large de sorts. Là où le prêtre, en fait, il a une progression assez linéaire dans les sorts qu'il a. Il a moins de choix de sorts. Et en plus, il peut en apprendre que lors de la montée de niveau. Le magicien, lui, il peut apprendre des sorts à la montée de niveau, dans une liste plus large, et en plus, en cours de partie, il a des moyens d'obtenir de nouveaux sorts grâce à Learning Spells. Donc quand il découvre un parchemin qui permet de lancer un sort, il peut faire un test d'intelligence de difficulté 15. S'il réussit, ou s'il échoue, peu importe, le parchemin sera détruit. Par contre, s'il réussit, il apprendra ce sort qui rejoindra sa liste de sorts. Et il n'y a pas de limite au niveau de sort. C'est-à-dire que si vous êtes un MJ qui aime bien... les surprises, vous pouvez tout à fait mettre un sort de niveau 5 sur un parchemin dans le tout premier donjon du jeu, et peut-être que votre joueur, alors déjà, il pourra essayer de lancer le sort, parce qu'on peut lancer les sorts des parchemins sans avoir le niveau nécessaire pour les lancer normalement, ça c'est une chose, mais il peut aussi tenter d'apprendre le sort du parchemin. Dans ce cas-là, dans tous les cas, le parchemin sera détruit, donc peut-être que ce sera du gâchis, mais peut-être qu'il aura dès le niveau 1 un sort de niveau 5, votre magicien. Donc ça dépend de vous en tant que MJ. Peut-être que c'est plus safe dans un premier temps si vous maîtrisez pas bien le jeu, que vous savez pas encore vraiment les conséquences que ça pourrait avoir sur la campagne, bah voilà, de pas mettre des sorts trop dangereux comme ça. Mais si vous avez un petit esprit un petit peu foufou, j'ai envie de dire, vous pouvez donner l'opportunité à votre PJ d'apprendre des sorts très très puissants dès le début. Voyons voir vite fait les talents du magicien avant d'aller voir sa liste de sorts, ce qui va le plus nous intéresser, et aussi les Ancestry qu'on le verrait bien avoir. Donc notre magicien, s'il fait un 2, eh ben, il gagne un objet magique aléatoire d'un type qu'il choisit. Donc le type, ça peut être potion, parchemin, baguette, arme, armure, etc., etc. Il choisit le type et ensuite il crée aléatoirement l'objet magique. Donc ça, je trouve que c'est trop cool parce que ça crée de l'aléa et honnêtement, c'est un des talents que je préfère de tous les talents qui sont proposés dans le jeu parce que c'est un de ceux où on ne sait vraiment pas ce qui va se passer quand on tombe dessus. Qu'est-ce qu'on va avoir? 3 à 7, on peut gagner soit plus 2 en intelligence, soit plus 1 pour lancer des sorts de magicien. Donc assez classique. Par contre, ce qu'on voit, c'est que notre magicien, contrairement aux autres, il n'y a que sa caractéristique d'intelligence qui va grimper avec les talents a priori. Alors sauf si on fait le 12 qui est le même pour toutes les classes et qui nous permet de répartir 2 points dans les caractéristiques de notre choix. Et voilà, il faut faire un double 6 quoi, donc les chances sont assez faibles. Il n'y a que son intel qui va pouvoir maxer en fait a priori notre magicien. Et ensuite son lancer de sort. Donc il est ultra spécialisé sur le fait d'utiliser ses sorts. Ça va être difficile d'avoir le magicien qui a de la force et de la dextérité et tout. Et là, c'est une porte ouverte à créer des builds un peu rigolos. Parce que comme on le disait dans Shadow Dark, en général, on va déterminer nos caractéristiques avant de choisir notre classe. Donc si vous avez un personnage qui a de la force et de l'intelligence, par exemple, vous pourriez en faire un magicien. Alors, comme sa classe va le limiter en termes d'utilisation d'armes, il va jamais être excellent au corps à corps, hein, parce que vous pourrez vous servir que de la dague et du bâton et vous pourrez pas porter l'armure. C'est les limitations du magicien. Mais vous aurez quand même votre magicien qui est fort, donc qui peut péter des portes, porter des charges lourdes, etc. Et qui en fait a quand même de bonnes chances de finir sa carrière de magicien quand il va monter en niveau avec une intelligence maxée, etc. Parce que en termes de talent, il a beaucoup de chances de tomber sur cette amélioration-là.
Donc en fait, je trouve que c'est assez rigolo ça, c'est que le magicien, il a pas besoin d'avoir une intelligence de malade quoi. Au niveau 1 pour enfin vous avez pas besoin d'avoir une intelligence de malade au niveau 1 pour faire un magicien. J'ai l'impression que peu importe les caractères que vous allez tirer, le magicien reste toujours une voie intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être qu'il y a des désavantages que je ne vois pas, mais voilà. Ensuite, de 8 à 9, vous gagnez l'avantage pour lancer un sort. Donc ça, je trouve que c'est ultra fort, c'est un peu comme pour le prêtre, hein. Quoique, voilà, il y a moins de sorts qui me semblent hyper broken du magicien par rapport à Cure Wound. Moi, si j'étais prêtre, l'avantage pour lancer un sort, j'utiliserais toujours sur Cure Wound. Pour le magicien, bah voilà, ça va dépendre. Vous choisissez votre sort fétiche, en fait, et grâce à cette capacité, vous allez presque, alors vous pouvez toujours avoir un manque de chance, mais presque pouvoir en faire une sorte de cantrip, donc c'est-à-dire un tour de magie dans Donjons et Dragons 5e édition, un sort que vous pouvez spam, que vous avez très peu de chances de rater. Et ensuite, de 10 à 11, vous apprenez un sort supplémentaire d'un tiers dont vous disposez, donc voilà, c'est juste, je gagne un sort supplémentaire, une corde à mon arc. Je regarde vite fait les Ancestry avant d'aller vers les sorts, parce qu'il y a pas mal de sorts de niveau 1 à regarder. Donc je pense que c'est comme tout à chaque fois, hein, je passe assez vite. Toutes les classes et toutes les combinaisons Ancestry class sont cool dans Shadow Dark. Un magicien, ça n'a pas beaucoup de points de vie, donc un magicien nain, bah c'est pas du luxe d'avoir un petit peu plus de points de vie, honnêtement. Un magicien gobelin qui se fait pas surprendre, bah c'est cool parce que s'il perd pas son premier tour, il va peut-être pouvoir lancer la boule de feu qui va juste annuler le combat et faire que le combat sera fini avant même d'avoir commencé. Donc ne pas être surpris, c'est plutôt cool. L'elfe, bah il peut avoir le plus 1 en spellcasting, donc honnêtement, je pense que l'elfe, c'est définitivement, là on a fait le tour un peu de toutes les combinaisons, la meilleure combinaison de... Enfin, c'est la meilleure classe pour l'elfe, c'est le magicien, je pense. Ensuite, on a le demi-orc, bon, qui est un peu moins bien pour le magicien, mais qui peut lui permettre de compenser sa faiblesse de base au corps à corps, puisqu'il fera un peu plus de dégâts et tout. Donc pourquoi pas. L'alphelin, pas mal pour le magicien, parce que si vous n'avez pas le sort d'invisibilité, et en plus le sort d'invisibilité, bah, il faut réussir à lancer le sort, donc vous n'êtes pas sûr d'y arriver. L'alphelin, c'est automatique, hein. Une fois par jour, vous pouvez disparaître pendant 3 tours. Bah, c'est parfait si vous êtes magicien et que la ligne de front n'a pas su vous protéger, ou qu'il y a une rencontre aléatoire qui se déclenche pendant le combat et qu'il y a des monstres qui arrivent derrière. C'est pas mal du tout, vu que vous avez 4 points de vie, vous êtes content de disparaître. Et l'humain, bah, c'est fort avec toutes les classes, ça vous permet d'avoir un talent supplémentaire, donc techniquement, c'est celui qui va pouvoir atteindre les plus hauts extrêmes en termes de spécialisation peut-être. Il y a ce côté un peu aléatoire, l'humain, qui fait que voilà, vous pourriez par exemple avec un humain au niveau 1 avoir 2 objets magiques. Peut-être si vous faites un double 2 sur vos talents, vous voyez, ça peut créer des situations rigolotes. Donc maintenant, allons voir les sorts du magicien, si vous le voulez bien. Donc on en a pas mal, on va essayer de faire ça assez rapidement. Donc on va s'occuper que des tiers 1, du niveau 1, d'accord. On fera peut-être une vidéo plus tard sur les tiers 2, 3, 4, 5 de niveau de sort. Donc on a Alarme, Burning Hands, Charm Person, Detect Magic. Allez, on est parti, je vais pas tous vous les lire. Boum, Alarme. Alarme niveau 1, c'est assez intéressant, ça dure une journée entière et c'est à portée courte. Vous touchez un objet, par exemple une porte, par exemple un paillasson, une planche, je sais pas, un truc comme ça, et vous créez une alarme magique. Si une créature que vous avez pas désignée avec votre sort, c'est-à-dire que vous incluez ceux qui peuvent ignorer l'alarme, toute autre créature déclenchera l'alarme. Vous pouvez dire que votre groupe ne déclenche pas l'alarme, quoi. Donc vous choisissez voilà, ceux qui sont pas concernés, et toutes les autres créatures qui toucheraient l'objet sur lequel vous avez lancé le sort créent une alarme qui résonne dans votre tête et vous alerte. Donc c'est très très bien pour pouvoir camper dans le donjon, ou même camper dans la nature, pour pas avoir besoin de faire des tours de garde par exemple, et que tout le monde puisse vraiment bien se reposer. Ou aussi pour savoir si voilà, vous êtes suivi par une créature, vous avez réussi à barrer une porte pour la retenir. Ça fait quelques temps maintenant que vous pensez qu'elle est derrière vous. Peut-être que vous pouvez lancer le sort pour savoir quand est-ce que cette créature aura fini par péter la porte et se remettra à votre trousse en mode alien. Est-ce que la créature est à nouveau libre et peut vous suivre dans les coursives, vous voyez ? Ou si vous enfermez quelqu'un, par exemple, vous enfermez quelqu'un, vous mettez une alarme, si quelqu'un vient le libérer, vous serez prévenu. Donc il y a plein d'utilisations créatives qui vont faire de ce sortilège un outil qui répond à une situation spécifique très très bien. C'est un peu ça l'objectif du magicien de base. Ensuite, on a Burning Hands. Donc, Burning Hands, c'est tout simplement un sortilège de combat à portée courte, donc c'est vraiment au corps à corps, durée instantanée. Il faut vraiment être au corps à corps par contre. Donc c'est pour vous sauver la peau, si on a contourné la ligne de front, ou que vraiment vous avez des coronesses et que vous voulez aller donner un petit coup de boost à vos alliés parce c'est catastrophique, ils ont besoin de dégâts supplémentaires. Mais voilà, vous n'avez pas forcément envie en tant que magicien dans la plupart des cas de foncer dans le tas et d'utiliser ça. Donc vous mettez vos doigts comme ça, vous faites Kamehameha, et ça fait un cercle de flammes qui crame les ennemis et qui fait 1d6 de dégâts, qui peut potentiellement enflammer les objets. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça touche plusieurs cibles, donc c'est un sort de zone, c'est des dégâts de zone, ce que
peu d'autres classes apportent dans le jeu. Donc ça, encore une fois, c'est un outil spécifique. C'est pas vous qui allez faire le plus de dégâts, mais vous avez la capacité de faire des dégâts de zone en tant que magicien. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc contre plein de créatures faibles, vous faites pas beaucoup de dégâts, mais vous pouvez en tuer plusieurs d'un coup. Donc c'est à ça que ça va servir. Et potentiellement, vous pouvez mettre le feu à des objets, tout simplement. Hein. Si vous êtes créatif avec du feu, vous pouvez faire plein de choses. Ensuite, on a le charme personne. Le charme personne, il dure 1 des 8 jours. C'est beaucoup. Il se fait à distance, donc vous n'êtes même pas obligé d'aller au corps à corps et de serrer la main de la personne à qui vous allez lancer le sort. Et vous allez tout simplement charmer une créature humanoïde de niveau 2 ou moins, donc c'est très limité quand même dans le jeu, ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser sur la liche, sur le roi potentiellement, si le MJ n'est pas obligé de faire du roi forcément un PNJ de niveau 67 invincible au corps à corps, vous voyez, il peut en faire un humain à peu près normal, mais le faire quand même niveau 3 quoi, pour qu'il soit un peu plus solide que la moyenne, et le faire sortir de votre charme personne. Donc vous pouvez vous attendre à ce que votre MJ fasse attention quand même, si vous avez charme personne, à faire en sorte que tous les grands méchants, les grands PNJ très importants, etc., et tout, soient d'un peu plus haut niveau que 2, et que du coup, votre charme personne n'aura pas d'effet dessus. Par contre, par défaut, toutes les personnes le commun des mortels, les gardes, et même peut-être même des personnages importants, hein, que juste votre MJ n'a pas mis de niveau supérieur, en fait, tous les humanoïdes potentiellement classico del Madrido, j'ai envie de dire, 99% de la population, vous allez pouvoir la charmer. Et ça, c'est pas mal. Et donc, pendant ces 1 des 8 jours, la personne va vous voir comme un ami. Le sort va s'arrêter si vous ou vos alliés blessez cette personne et si voilà, vous jouez pas le jeu. Mais en gros, tant que vous jouez le jeu de l'amitié avec, bah, elle va considérer que vous êtes son ami et puis c'est chouette, quoi. Et aussi, par contre, à la fin de la durée du sort, la personne va savoir que vous l'avez charmé. Donc, sort assez classique qui est bien pratique. Honnêtement, si vous voulez vous sortir de pas mal de situations, même dans le donjon, j'ai envie de dire, si par exemple vous avez envie de faire du garde kobold un guide qui va vous faire visiter en fait son camp, c'est plutôt bienvenu. Ensuite, on a Detect Magic. Detect Magic, c'est plutôt simple. Focus, par contre, donc les sorts de focus, vous pouvez en lancer qu'un à la fois. Vous devez relancer les dés à chaque tour pour savoir si vous réussissez à les maintenir, etc., etc. Je l'ai déjà expliqué en d'autres vidéos. Ce qui est surtout important, c'est de retenir qu'on peut le faire durer longtemps et qu'on peut en maintenir qu'un à la fois. Donc focus, portée proche. Vous sentez la présence de la magie dans la zone. Si vous arrivez à vous focuser plus de 2 rounds, vous pouvez même comprendre les propriétés générales de la magie qui est à l'œuvre. Par exemple, s'il y a un piège magique, vous pourriez le détecter grâce à Detect Magic et en maintenant votre focus et en vous concentrant sur l'endroit où est le piège, comprendre comment fonctionne le piège s'il est de nature magique. Les barrières totales, par exemple, un mur de pierre, en fait, vous pouvez pas sentir la magie à travers un mur. Voilà. Donc ça ne permet pas, c'est pas vraiment un sortilège pour scout de l'autre côté d'un mur, est-ce qu'il y a un nécromancien dans la pièce d'à côté, etc. Non, c'est plus pour détecter ce qui est de nature magique dans votre champ de vision et comprendre son fonctionnement. Donc très pratique aussi. Featherfall, donc ça vous permet, durée instantanée, que sur vous-même par contre, donc pas pour votre groupe, de ralentir votre vitesse de chute et de vous poser tranquillement en bas d'une chute, et vous pouvez même essayer de le lancer alors que vous êtes dans une chute. Donc ça vous donne une certaine survivabilité supplémentaire pour vous sauver la peau. Ça fait que dans certaines circonstances, c'est peut-être le magicien qui va devoir se mouiller pour partir en éclaireur. Si par exemple on a le choix entre même faire descendre un long ravin par le voleur par exemple, qui va devoir faire plusieurs jets, même s'il est très fort pour ça, d'escalade et qui a une chance de tomber et de mourir, vous pouvez dire, bon, je vais mettre Featherfall dessus, je vais sauter, et je vais vous dire si en bas c'est safe, et ensuite vous descendrez, par exemple. Donc, des fois, votre magicien, il va se retrouver un peu devant. C'est pas là où il a envie de se retrouver, mais ce sortilège, lui donne cette versatilité-là. Ensuite, on a Floating Disc. Vous voyez, il y a beaucoup de sorts utilitaires au niveau 1. Le magicien n'a pas 1 milliard de sorts de dégâts. Il a plusieurs sorts de dégâts et de plus en plus forts en fonction des tiers, mais c'est surtout de l'utilitaire. Donc Floating Disc, 10 rounds, portée courte. Vous créez un disque flottant circulaire de force, donc qui est invisible a priori, avec un centre concave. Et il peut transporter jusqu'à l'équivalent de 20 gear slots. Donc les gear slots, c'est des slots d'équipement en fait. Donc il peut porter jusqu'à 20 équipements, grosso modo. Il flotte au niveau de la taille et il reste toujours proche de vous. Et il peut pas passer au-dessus d'un trou plus profond que la taille d'un être humain, grosso modo. Donc en fait, ce que ça va vous permettre, c'est de transporter plus de loot, hein, tout simplement, ou potentiellement, voilà, de transporter des trucs lourds, sachant que les barrières naturelles, comme les trous, etc., vous pourrez pas sauter par-dessus un ravin et être suivi par votre disque flottant. Donc c'est une limitation. Donc sort, voilà, je pense on n'en voit pas forcément l'utilité directement, mais je pense qu'un magicien un peu créatif, il pourra trouver des trucs. Je sais pas pourquoi il y a cette limitation par rapport aux trous.
C'est une bonne question. Je crois pas avoir eu de magicien qui a eu sort dans mes parties jusqu'à maintenant. Donc voilà, sans commentaire. On continue. Old Portal, un sort qui est bien pratique ça. Bien sûr, votre guerrier pourrait, de la force de ses petits bras, essayer de retenir le Minotaure qui se trouve derrière la porte. Mais si vous pouvez lancer le sort Old Portal, est-ce que c'est pas plus sage? Comme ça, votre guerrier pourra fuir avec vous. Pendant 10 rounds, vous bloquez une porte. Donc il n'y a pas de focus. Vous pouvez vous éloigner de cette porte une fois que vous l'avez bloquée. La créature qui essaie de défoncer la porte doit faire un test de force et battre votre spellcasting, le niveau de spellcasting que vous avez obtenu en lançant le sort pour défoncer la porte. Donc c'est très pratique. Vous êtes poursuivi par une créature. Vous bloquez une porte avec le sort, vous continuez à courir, elle sera retenue pendant un moment. Vous pouvez aussi enfermer des créatures derrière des portes, etc. etc. Donc très pratique. Ensuite, on a Light, on l'a déjà vu pour le prêtre, ça permet d'avoir de la lumière, c'est très pratique dans Shadow Dark, ça illumine un objet pendant 1 heure. Je m'attarde pas dessus. Mage Armor, donc ça c'est ce qui va vous permettre de tenir un peu plus. 10 rounds de durée, que sur vous-même. Un bouclier invisible vient créer une couche de protection autour de vous, ce qui vous fait passer votre classe d'armure à 14. 18 si vous faites un coup critique. C'est pas 14-18 la Première Guerre mondiale. C'est soit 14, vous avez réussi à lancer le sort, 18 si vous faites un coup critique. Donc ça vous permet d'avoir une excellente classe d'armure en cas de besoin. Donc là, vous avez l'impression peut-être que c'est très cumulatif et qu'au final, bon bah, le mage, c'est comme le guerrier, il peut avoir 14 de classe d'armure. Non, le mage, il peut rater son sort de mage armor et donc ne pas avoir l'armure. Donc le mage, il compte sur beaucoup de sorts spécialisés, mais aussi pas mal sur sa chance. Hein. Même si le mage, il a plein d'outils cool, s'il a pas de chance, il pourra peut-être lancer aucun sort et se révéler être un personnage ultra nul. Donc c'est une vision du gameplay, il y a des gens, ils supportent pas ça. Le fait de se dire, oh non, j'ai pas de chance, alors je fais rien à cette partie. Moi, je trouve ça rigolo. D'ailleurs, dans la dernière partie, à l'heure où je vous parle de Shadow Dark, il y a eu comme ça un joueur qui jouait un nain magicien et qui ratait tous ses sorts. C'était très très drôle parce qu'à chaque fois il créait des grands effets et en fait tout le monde le regardait en mode mais c'est quoi cette merde en fait. Il sait pas lancer de sort, c'est un arnaqueur, enfin bref. Donc voilà, le magicien, déjà lancer un sort ça vous prendra un tour si vous êtes dans une situation de combat, etc. Donc votre mage armor, vous avez peut-être envie de le lancer en amont du combat. C'est pas je suis en combat, j'ai toujours la mage armor, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et chaque sort va vous prendre un tour à lancer, donc il faut bien réfléchir à l'ordre dans lequel vous lancez vos sorts. Est-ce qu'il y a des sorts que vous voulez essayer de lancer en amont? Et aussi à est-ce que c'est vraiment nécessaire de lancer un sort là maintenant quand vous êtes magicien? Parce que j'ai le risque, si je fais un échec critique, de déclencher un effet catastrophique. Donc ça, c'est vraiment le gameplay du magicien. On continue, je sais pas pourquoi je me suis arrêté là. Magic Missile. Magic Missile, c'est très très bien comme sort de magicien, parce que c'est votre petite attaque de base. Pour le coup, c'est vraiment un cantrip dans la main. Ça fait pas beaucoup de dégâts, ça fait 1 des 4 points de dégâts, donc c'est un peu comme une dague. Sauf que, contrairement à la dague, vous n'avez pas besoin de dextérité, etc. pour toucher. En fait, vous allez lancer des sorts, ce qui est votre point fort, donc c'est plutôt bien. Et en plus, de base, vous le lancez avec avantage, ce sort. Donc ça, c'est très cool, parce que ça fait que vous avez très peu de chances de le rater. En plus, sa portée est phare. Et phare, dans Shadow Dark, grosso modo, ça veut dire à portée de vue, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu d'arbitrage à faire. Genre si vous voyez un point à l'horizon, vous peut-être pas lancer votre Magic Missile sur le mec qui a 15 bornes, vous voyez. Mais par contre, vous pouvez tirer de très très loin. Ça vous désavantage pas particulièrement. Ça touche très facilement comme sort, ça fait pas beaucoup de dégâts et vous allez pouvoir le spammer quand vous avez pas mieux, quoi. Pour aider votre groupe au combat. Donc c'est intéressant. Par contre, il faut remarquer que ça scale pas. Ça fera toujours 1 des 4 de dégâts. Donc votre attaque de base, entre guillemets, en tant que magicien sera toujours faible. C'est pas du tout le point fort du magicien de faire des dégâts constants. Si vous voulez faire des dégâts constants, la meilleure classe, c'est le fighter. Ensuite, on a Protection from Evil. On a déjà parlé avec le prêtre aussi. Je vous laisserai aller voir dans la vidéo précédente un peu plus en détail. Mais grosso modo, ça va donner des désavantages aux créatures maléfiques pour attaquer vos alliés, mais aussi leur lancer des sorts. Et potentiellement, ça pourra vous servir à libérer quelqu'un qui est possédé par un esprit, quelque chose comme ça. Donc c'est assez versatile comme sort de protection, c'est plutôt fort. Et enfin, vous avez un sort qui est très très fort, c'est Sleep. Et c'est pas un truc qu'on met pour cacher son sexe. Non, c'est un truc pour endormir les gens. Sleep, c'est durée instantanée, portée courte. Vous remplissez une zone, c'est un sort de zone, qui va endormir toutes les créatures à l'intérieur qui sont de niveau 2 ou moins. Donc c'est la même limite de niveau que le charme personne. Je trouve ça intéressant ce choix de toujours limiter au niveau 2 parce que ça permet pour le MJ, une fois qu'il aura lu le livre de règles, de se dire voilà, moi si j'ai envie qu'il y ait des créatures un peu mineures, facilement manipulables, les gens du commun, ce sera des créatures entre niveau 2 et niveau 0. Et comme ça, je pars du principe que voilà, le Kidam, le sort endormir, ça fonctionne sur lui. Le sort charme personne, ça fonctionne sur lui. Si voilà, il y a des gens, je pense, qui devraient être un peu plus forts d'esprit, qu'on ne devrait pas pouvoir les avoir avec ce genre de tour de magie un petit peu classique du magicien.
je sais que je dois en faire des personnages de niveau 3 ou plus. Et voilà, là ça vous permet, vous entrez dans une auberge, je sais pas, vous voulez, vous entrez dans un bâtiment, vous pouvez endormir tous les gens à l'accueil par exemple, qui seront sûrement des kidam avec ce sortilège, c'est très très fort, même dans un donjon, hein. Quand il y a des petites créatures mais qui sont très nombreuses, à l'image d'une boule de feu qui aurait pu permettre de les détruire, si vous n'avez pas envie de créer un conflit directement, peut-être que la meilleure solution c'est encore de toutes les endormir pour passer. Bien sûr, si ces créatures sont vigoureusement secouées ou bien blessées, elles se réveilleront. Donc voilà, ça c'était les sorts de tiers 1 du magicien. Il a encore plein de sorts avec le niveau 5 et à la fin il a téléporte et tout, donc vraiment le magicien il a vraiment des trucs cool. On va regarder très rapidement ces titres et puis on va aller voir un peu vite fait la création d'objets magiques pour que vous voyez ce que ça peut faire le talent de création d'objets magiques qu'on a vu. Donc un magicien, ses titres, s'il est loyal, il va aller de l'apprenti à l'archimage, donc on imagine bien celui qui vient d'une école de magie, tout ce qui est plus sympathique. Ensuite en chaotique, on va vraiment passer de l'adepte au sorcereur en passant par le diaboliste. Donc là on peut plus imaginer des cultes sombres peut-être, et quand on sera notre rôle, ça va plutôt être chaman, druide, etc. Sachant que voilà, il y a la classe de druide va bientôt exister. Alors il n'y a pas de classe de druide officielle qui va sortir, mais il y a pas mal de créations autour de Shadow Dark parce qu'il y a une licence assez ouverte pour la création de nouveaux livres, de nouvelles classes, etc. Et il y a un livre qui va amener un vrai druide plus tard, mais voilà. Déjà, on ne sait pas s'il sera hyper équilibré en soi et s'il rentrera bien dans le jeu parce que ce ne sera pas une classe officielle. Et puis en attendant, voilà, si vous avez un magicien qui est neutre, vous pourriez décider que c'est plus un magicien de la nature et druide parce que honnêtement, tous les sorts dont on a parlé là, on peut facilement imaginer visuellement. En fait, il y a pas de. Vous pouvez un peu choisir à quoi ressemblent vos sorts, quoi. L'alarme, ça peut être un hibou fantomatique si vous êtes un druide. Bloquer une porte, ça peut être des sortes de racines qui bloquent la porte si vous êtes un druide, etc. Donc vous pouvez un peu choisir le style de vos sorts et avoir sans avoir 15 000 classes, un magicien voilà, qui va pouvoir visuellement en fait correspondre au druide. Donc allons voir la création d'objets magiques très très rapidement. Donc Treasure Table, non c'est pas ça, Magic Item Attributes. Donc en fait, vous avez plusieurs tables aléatoires pour générer des objets magiques. Donc admettons, vous avez peut-être pas créé une armor si vous êtes magicien avec votre talent. Admettons, voilà, je suis niveau 1, je tombe sur le talent, j'ai de manière aléatoire un objet magique. Donc déjà, je peux choisir armure, hein, dans l'absolu. Je pourrais choisir une armure ou une arme. Le problème, c'est que je pourrais pas la manier, hein, vous l'avez bien compris. À moins que je choisisse. Peut-être que là, en tant que MJ, moi, j'autoriserais si le joueur a envie que son talent lui donne une arme, je lui dirais, ok, tu crées pas. Enfin, la nature de l'arme n'est pas aléatoire. Comme ça, il peut choisir la dague ou le bâton pour être sûr de pouvoir les manier, vu qu'il est limité à ça, le magicien. Donc, vous pourriez utiliser ce talent dans l'absolu si vous êtes vraiment. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens comme ça hein, aujourd'hui sur Terre. Si vous avez vraiment le cœur sur la main, vous pourriez choisir une armor et une arme et en fait la donner à un autre joueur. Ce qui ferait que votre talent en fait vous a juste permis d'offrir un artefact à quelqu'un d'autre. Et honnêtement, la plupart des gens ne feront pas ça. Individualiste. Vous allez plutôt prendre des potions, des parchemins, des baguettes, peut-être des trucs utilitaires, etc. Donc, disons que vous avez choisi de faire une baguette. Et ben, vous allez pouvoir tirer une wand feature. Donc là, vous allez avoir la forme de la baguette. Ensuite, vous allez tirer curse and benefits. Ça va vous renvoyer vers l'étape des curses et benefits. Donc les curses, c'est des malédictions et les benefits, c'est des bénédictions des autres objets. Donc admettons, je tire une bénédiction liée à une potion, et ensuite je vais tirer un des bénéfices, et par exemple, devient invisible pendant 5 rounds. Donc cette baguette pourrait me permettre de devenir invisible pendant 5 rounds. Donc vous voyez, il y a tout... en fait, ça va être un peu brouillon si je vous l'explique comme ça. Il faudrait que je fasse un exemple, mais ce serait trop long. Vous voyez, en fait, il y a tout un tas de tables aléatoires pour créer des objets magiques, avec à chaque fois des malédictions, plein de trucs et tout. Donc en fait, j'adore ce talent parce qu'il apporte une part de chaos, tout en donnant une récompense qui va vraiment donner de la personnalité et avoir un gros impact en jeu sur votre magicien. En vrai, je trouve que, à titre personnel, même si, voilà, les sorts que vous avez vont beaucoup déterminer votre gameplay et le type de magicien. Si vous êtes un magicien qui va plus créer des sortes d'alarmes, bloquer les portes et tout, vous êtes un magicien plus utilitaire, etc. Alors que vous pourriez avoir un magicien plus de combat à côté. Il y a des vraies différenciations parmi les magiciens. Mais là, en plus, je trouve que, je sais pas, en fait, introduire un objet magique de manière aléatoire comme ça dans une campagne, ça peut changer plein de choses. Cet objet magique, ça peut devenir un MacGuffin qui est recherché par d'autres. Peut-être même que vous pouvez d'ailleurs tirer une personnalité à cet objet. Et peut-être que votre magicien, il aura un bâton qui parle, qui s'avère être, mais bien trop souvent théâtral et qui refuse toujours d'être utilisé pour les tâches pas importantes ou ennuyeuses. Vous voyez, il y a plein de tables qui vont donner beaucoup de personnalité au truc, je trouve, avec les objets. Je pense aussi là qu'on pourrait considérer, honnêtement, même si ça pourrait être un broken, à voir, mais encore une fois, c'est un jeu où vous pouvez arbitrer. Hein. C'est votre table de jeu de rôle, et s'il y a des trucs qui sont déséquilibrés, c'est pas grave, ça va pas casser l'expérience nécessairement.
Donc, vous pouvez accepter une forme de déséquilibre. Et si vraiment le joueur, il tire ce talent-là, il faut faire un double 2 pour avoir le talent avec l'objet magique. Hein. Donc c'est quand même pas, c'est pas demain la veille que tous les magiciens vont se retrouver avec 15 000 objets magiques. Si vous faites un double 2, voilà, peut-être que le joueur, comme il a vraiment un coup de chance en tombant là-dessus, vous pouvez l'autoriser à faire une arme ou une armure qui pourra porter, mais ce sera uniquement cette arme ou uniquement cette armure, et qui ne respecte pas les limitations de sa classe. Par contre, il faudra qu'il soit bien conscient que cette arme ou cette armure, sur un échec critique à un moment donné ou quelque chose comme ça, elle pourrait être détruite. Ça, c'est aussi, c'est un peu le revers de la médaille de ce talent. C'est qu'en même temps, il est ultra cool, mais en même temps, il crée pas quelque chose d'intrinsèque à votre personnage. Et moi, je partirais du principe, quand je joue à Shadow Dark, que je suis vraiment en bac à sable. Et donc, même si mon joueur, il pourrait se dire, c'est quand même mon talent, cet objet-là, je devrais pas le perdre et tout. Moi, je serais assez clair avec lui et je dirais, non, moi, les objets magiques, dans l'univers de jeu dans lequel on va jouer, c'est des objets magiques. C'est des objets, tu pourrais le perdre. Même si ça t'a entre guillemets, coûter une montée de niveau, entre guillemets, il va falloir prendre soin de cet objet magique si tu veux le garder. Et à partir du moment où le deal est assez compris entre nous deux, je pense que c'est complètement OK de dire potentiellement que du coup, on va être un petit peu plus lax. Si par exemple, le magicien, voilà, il a envie d'avoir une épée, comme Gandalf, une épée magique, et pourquoi pas. Alors qu'un magicien, normalement, c'est que dague et bâton. Mais voilà, tout ça, on commence à tourner un peu autour du pot. Je pense qu'on a fait le tour globalement du magicien. J'espère que ça vous a plu. On fera des trucs plus avancés sur le magicien et ses sorts les plus puissants à l'avenir. On finit du coup là-dessus le tour des 4 classes de base de Shadow Dark. Je sais pas encore si ensuite on va bifurquer vers d'autres choses que les classes, ou si je vais continuer à faire plutôt la présentation des classes, ou alors des vidéos sur les sortilèges plus avancés, ou alors, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait voir. Je sais pas encore ce vers quoi je vais. S'il y a un aspect particulier qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire et peut-être que ça m'aidera à faire ce choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur mon MJ. Merci de m'avoir écouté et j'espère avoir éveillé votre intérêt pour Shadow Dark et vous avoir montré à quel point c'est un jeu qui à la fois est simple, élégant, cool et badass. Alright, let's go. Fin de la vidéo Shadow Dark. Brrr.